Je m'appelle Camille Moreau j'ai 36 ans, et pendant des années, ma famille m'a considérée comme une solution plutôt que comme une personne. J'étais celle qu'on appelait quand une facture dépassait le budget, quand un dossier administratif devenait compliqué ou quand quelqu'un avait besoin d'un service urgent. Je travaillais comme architecte d'intérieur à Nantes, je gagnais correctement ma vie, et surtout, j'avais cette mauvaise habitude de croire que dire non faisait de moi une mauvaise sœur. Puis, un soir, j'ai découvert que ma propre famille avait organisé une grande fête sans moi. Mais ce n'est pas le fait d'avoir été exclu qui m'a brisé. C'est ce que j'ai découvert le lendemain dans un dossier que mon père m'avait laissé avant sa mort. Et ce document allait transformer une simple humiliation en une bataille que personne dans ma famille n'avait prévue. Tout a commencé lors de l'anniversaire de ma nièce Zoé. J'étais arrivée avant tout le monde avec une énorme boîte contenant une maison de poupées fabriquée sur mesure. J'avais même passé mon samedi précédent à installer les petites lumières dans chaque pièce. Ma sœur Élodie m'accueillit avec un sourire rapide. Pose ça dans le salon, Camille. On aura besoin de toi pour installer les tables. Bien sûr. Pendant 2 heures, j'ai déplacé des chaises, rempli des verres, réparé une guirlande et récupéré le gâteau chez le pâtissier. Personne ne semblait remarquer que j'étais la seule adulte à courir partout. Puis mon cousin Mathieu s'approcha de moi. « Tu viens demain au dîner chez maman ?» J'ai souri. Évidemment. Maman m'en parle depuis des semaines. Il me regarda étrangement. « Ah, tu n'es pas au courant. » Avant qu'il puisse continuer, ma sœur l'appela. Quelques minutes plus tard, je compris. Le dîner avait eu lieu la veille. Ma mère, ma sœur, mes oncles, mes cousins, tout le monde était présent. Ils avaient même organisé une séance photo familiale. Tout le monde sauf moi. Ma sœur finit par me montrer une photo sur son téléphone. « Camille, tu devrais arrêter de t'inviter partout. » J'ai regardé cette photo pendant quelques secondes. Puis j'ai souri. Pas parce que je n'avais pas mal. Parce qu'à cet instant précis, quelque chose venait de se terminer en moi. Je suis rentrée chez moi sans faire de scène. Et, pour la première fois, je n'ai pas essayé de comprendre pourquoi ils m'avaient blessée. J'ai commencé à comprendre pourquoi ils avaient besoin de moi. Ma mère vivait dans une maison dont je payais discrètement l'assurance depuis 4 ans. J'avais également réglé plusieurs réparations importantes après la mort de mon père. Ma sœur, elle, avait acheté son appartement grâce à une somme importante que je lui avais prêtée pour son premier apport. Elle m'avait promis de me rembourser. Elle ne l'avait jamais fait. Et pourtant, chaque fois que je rappelais gentiment notre accord, on me répondait que je faisais passer l'argent avant la famille. Cette nuit-là, j'ai ouvert mes relevés bancaires. J'ai commencé à additionner. Assurance de maman. Travaux. Facture. Aide à ma sœur. École privée de ma nièce. Voiture en panne. Vacances prétendument impossibles à financer. Le total m'a donné le vertige. Plus de ** 60 000 €*. Je suis resté immobile devant l'écran. Puis mon regard s'est posé sur une vieille boîte en bois rangée dans mon placard. Elle appartenait à mon père. Il était mort 3 ans auparavant et m'avait demandé de conserver certains papiers, jusqu'au jour où j'en aurais besoin. Je n'avais jamais ouvert le dernier dossier. Cette nuit-là, je l'ai fait. À l'intérieur, j'ai trouvé les documents concernant l'appartement de ma sœur. Et là, mon cœur s'est arrêté. Mon père avait conservé une copie d'un accord signé avant même que ma sœur achète l'appartement. Selon cet accord, l'argent que j'avais fourni n'était pas un cadeau. C'était un prêt. Et surtout, une clause précisait que si ma sœur cessait de respecter ses engagements, je pouvais demander la vente du bien afin de récupérer ma part. Je relus le document 3 fois. Puis j'ai trouvé une seconde enveloppe. Une lettre de mon père. Il y avait écrit: « Camille, tu as toujours voulu sauver tout le monde. Mais aider quelqu'un ne signifie pas lui permettre de te détruire. » J'ai pleuré cette nuit-là. Pas à cause de ma famille. À cause du nombre d'années pendant lesquelles j'avais refusé de voir ce qui était pourtant évident. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec une avocate. Elle a étudié les documents, puis elle m'a regardé. Vous avez une position beaucoup plus solide que vous ne l'imaginez.
Je lui ai demandé quoi faire. Elle m'a répondu quelque chose que je n'oublierai jamais. Ne menacez personne. Ne criez pas. Faites simplement respecter ce qui est écrit. Alors j'ai envoyé 2 courriers. Le premier à ma mère: à partir du mois suivant, je ne réglerai plus aucune de ses dépenses personnelles. Le second à ma sœur: je demandais officiellement le remboursement de la somme due ou la mise en vente de l'appartement conformément à l'accord signé. Je n'ai rien expliqué. Aucun message. Aucune publication sur les réseaux sociaux. Rien. Le silence a duré exactement 36 heures. Puis mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Ma mère m'a appelée en pleurs. Ma sœur m'a accusée d'être devenue monstrueuse. Un oncle m'a envoyé un message disant qu'une vraie famille ne comptait pas les euros. J'ai répondu à une seule personne. Justement. Moi non plus. C'est pour cela que j'ai arrêté de les payer. 3 jours plus tard, ma sœur m'a proposé une réunion familiale. Tout le monde était là. Ma mère pleurait déjà. Mon beau-frère m'accusait de vouloir mettre sa fille à la rue. Et ma sœur répétait que j'étais jalouse de son bonheur. Je les ai laissés parler. Puis j'ai posé le dossier sur la table. Je ne suis pas ici pour discuter de mes sentiments. Je suis ici pour parler d'un contrat. J'ai montré l'accord signé. Personne ne parlait. Ma sœur est devenue livide. Elle savait. Elle avait simplement compté sur le fait que je ne réclamerais jamais ce qui m'appartenait. Ma mère a alors prononcé la phrase qu'elle utilisait depuis mon enfance. Après tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai levé les yeux vers elle. Maman, c'est justement le problème. Vous avez toujours cru que je vous devais quelque chose. Alors que pendant des années, c'est moi qui vous ai donné. Personne ne répondit. Quelques semaines plus tard, ma sœur a accepté de vendre l'appartement. Elle a récupéré sa part. J'ai récupéré mon argent. Je n'ai jamais utilisé cette victoire pour l'humilier. Je ne voulais pas leur faire mal. Je voulais simplement arrêter de me faire mal à moi-même. Ma mère a finalement appris à gérer ses propres factures. Ce fut difficile au début. Mais elle y est arrivée. Ma sœur et moi ne sommes plus proches. Je vois parfois ma nièce, que j'aime toujours profondément. Mais désormais, je l'aide directement, sans passer par ses parents. Et moi? J'ai changé. Je ne réponds plus automatiquement aux appels qui commencent par « Camille, tu pourrais nous dépanner ?» Je ne confonds plus générosité et sacrifice. Et surtout, j'ai compris quelque chose que mon père avait essayé de m'apprendre avant même que je sois prête à l'entendre. Certaines personnes ne vous apprécient pas pour votre présence. Elles apprécient ce que votre présence leur permet d'obtenir. Le jour où vous arrêtez de donner, elles vous appellent égoïste. Mais parfois, être traité d'égoïste est simplement le prix à payer pour recommencer à vous respecter. Moi, j'ai payé ce prix. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai aucun regret.